Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et si l'image qu'on en a toutes et tous était en fait complètement à côté de la plaque? Si ce qu'on pense savoir n'était que la partie visible de l'iceberg. Soyons honnêtes, quand on parle de TDAH, c'est souvent cette image qui surgit, un jeune garçon plein d'énergie qui a du mal à tenir en place ou à se concentrer. C'est un cliché, bien sûr, mais il est tenace. Sauf que cette image, eh bien, elle est très très loin de raconter toute l'histoire. C'est pour ça que la métaphore de l'iceberg est absolument parfaite. Pour vraiment saisir ce qu'est le TDAH, il faut arrêter de fixer la pointe qui dépasse de l'eau. Il faut plonger, aller voir ce qui se cache sous la surface. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Allez, on commence notre plongée. Avant même de parler des symptômes visibles, ceux qu'on connaît tous, il est essentiel de comprendre ce qu'est le TDAH à sa racine, dans sa nature profonde. Premier point, et c'est le plus important, le TDAH n'est pas un problème de comportement ou de manque de volonté. C'est un trouble neurodéveloppemental. Ça a l'air un peu technique, mais ça veut dire quelque chose de très simple. Ses origines sont biologiques, ça commence très tôt dans la vie, et ça affecte la façon dont le cerveau se développe et fonctionne. En fait, les troubles neurodéveloppementaux, comme le TDAH, mais aussi l'autisme ou les troubles 10, ont plusieurs points communs. Ils apparaissent dans l'enfance, ils ont une base biologique, et, contrairement à une vieille idée reçue, ils ne s'envolent pas par magie à l'adolescence. Non, c'est une condition qui évolue, qui se transforme tout au long de la vie. Et un point absolument crucial, ils sont rarement seuls. Et cette image illustre ce point à la perfection. La comorbidité, c'est le mot savant pour dire que plusieurs troubles coexistent. Pour le TDAH, c'est la règle plus que l'exception. C'est tout à fait courant qu'une personne TDAH ait aussi, par exemple, des traits autistiques, des troubles de l'apprentissage ou une anxiété très présente. Ok, maintenant que les fondations sont posées, on peut remonter à la surface de l'iceberg. On va s'attaquer aux deux facettes les plus connues du TDAH, celles qui sont sur toutes les lèvres, l'inattention et l'hyperactivité. L'inattention, attention, ce n'est pas juste être un peu rêveur ou dans la lune, c'est une vraie difficulté constante à maintenir sa concentration. Ça donne des erreurs d'étourderie, une organisation qui peut sembler complètement chaotique ou cette impression pour l'entourage que la personne n'écoute jamais vraiment. Ce qui est super intéressant ici, c'est de bien faire la différence entre l'hyperactivité et l'impulsivité. L'hyperactivité, c'est souvent physique, c'est le corps qui a besoin de bouger, de gigoter. L'impulsivité, c'est plus comportemental, c'est agir sans réfléchir, que ce soit en coupant la parole, en répondant trop vite à une question ou en prenant des décisions sur un coup de tête. Alors, en fonction de la manière dont ces symptômes se mélangent, on distingue trois grands profils de TDAH. Certains sont surtout inattentifs, d'autres surtout hyperactifs et impulsifs, et puis il y a ceux qui ont une combinaison des deux. Et ce qui est fou, c'est que ce profil peut changer au cours d'une vie. On enchaîne avec une autre idée reçue qui a la vie dure, le TDAH serait un truc d'enfant. En réalité, pas du tout. C'est un compagnon de route qui change de visage avec l'âge, mais qui reste bien présent. C'est vraiment un mythe de penser que les enfants guérissent du TDAH en grandissant. La vérité, c'est que les symptômes se transforment. Ils deviennent peut-être moins visibles de l'extérieur, mais ils sont toujours là. Ce tableau est très parlant. Chez l'enfant, l'hyperactivité est souvent extériorisée. Elle se voit. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus subtil. L'agitation devient intérieure. C'est une sorte de bruit au fond mental, un moteur qui ne s'arrête jamais. Les problèmes ne sont plus à l'école, mais au travail, dans la gestion des papiers, dans la procrastination chronique. Et ce point-là, il est fondamental, la différence de présentation entre les genres. Chez les garçons, on voit plus souvent l'hyperactivité qui bouge, qui fait du bruit, et ça alerte vite les parents et les profs. Chez les filles, c'est souvent la forme inattentive qui domine. C'est plus discret, plus intérieur, et du coup, ça passe complètement sous les radars pendant des années, voire des décennies. C'est une des raisons pour lesquelles tant de femmes sont diagnostiquées très tardivement. Allez, on respire un grand coup et on replonge encore plus profondément sous la surface cette fois. On va aborder un des aspects les plus méconnus et souvent les plus difficiles à vivre du TDAH, la tempête émotionnelle. La dysrégulation émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une difficulté à gérer l'intensité de ses émotions. Imaginez que vos émotions ont un volume réglé sur 11 en permanence. Ça peut se manifester par des colères qui semblent explosives pour des petites choses, une frustration immense face au moindre obstacle et des sautes d'humeur très rapides et difficiles à calmer. Et attention, ce n'est pas un symptôme rare ou anecdotique. Regardez ce chiffre, 70%. 70% des adultes avec un TDAH sont concernés. C'est énorme. Ça veut dire que pour une immense majorité d'entre eux, le TDAH, c'est aussi un combat quotidien avec ses propres émotions.
Cette présence massive a logiquement lancé un grand débat dans la communauté scientifique. Est-ce que cette tempête émotionnelle fait partie intégrante du TDAH au même titre que l'inattention, ou est-ce que c'est juste une conséquence des autres difficultés? D'un côté, il y a ceux qui disent « bien sûr que c'est un symptôme de base », en s'appuyant sur sa fréquence et sur des données de neuroimagerie. De l'autre, certains chercheurs sont plus prudents et suggèrent que cette difficulté émotionnelle pourrait être le résultat de la frustration accumulée à cause des autres symptômes. Le débat n'est pas clos. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le TDAH, ce n'est pas qu'une question d'attention. Pour beaucoup, c'est aussi vivre avec cette hypersensibilité émotionnelle. Bon, après avoir exploré toute la complexité de cet iceberg, la question logique c'est comment on fait? Comment on apprend à naviguer dans ces eaux qui sont parfois un peu agitées? Heureusement, il y a des stratégies, des outils. La prise en charge, c'est bien plus qu'un médicament, c'est une véritable boîte à outils. Ça commence par la psychoéducation, c'est-à-dire apprendre à comprendre son propre mode d'emploi. Puis il y a les thérapies, comme la TCC pour apprendre à gérer ses pensées et ses émotions, le coaching pour l'organisation, et bien sûr des adaptations de l'environnement, à l'école ou au travail. Et la médication dans tout ça? Eh bien, son rôle est très précis. Les médicaments, comme le méthylphénidate, agissent sur des neurotransmetteurs dans le cerveau, un peu comme si on mettait de l'huile dans des rouages pour que l'information circule mieux. Ça aide à améliorer la concentration et à calmer l'agitation. C'est une béquille chimique qui permet souvent à la personne d'être plus réceptive aux autres approches. Mais il faut être très clair sur les limites. Ce n'est pas une pilule magique. Le médicament n'apprend pas à s'organiser, il ne répare pas les difficultés sociales et il ne traite pas les troubles associés, comme l'anxiété. C'est un outil puissant, mais qui doit absolument faire partie d'une approche globale. Finalement, tout ce parcours nous amène à cette question. Et si on arrêtait de voir le TDAH uniquement comme un catalogue de déficits à corriger? Et si on commençait à le voir pour ce qu'il est peut-être? Une forme de neurodiversité, une architecture cérébrale juste différente, avec ses défis, certes, mais aussi avec ses forces, une autre façon de fonctionner tout simplement.